Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, en fait, c'est qu'une des erreurs qui est souvent faite dans notre société, ou en fait un des tabous par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est souvent qu'on va penser qu'avec le vieillissement, il y a une perte de mémoire qui va être normale. Il y en a une, mais il faut faire la différence entre la perte de mémoire qui va être avec le vieillissement et la perte de mémoire qui va affecter nos activités au quotidien. Quand ça affecte nos activités au quotidien, ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'on ne sera plus capable de fonctionner de la même façon à cause de nos pertes de mémoire. C'est à ce moment-là qu'on réalise, en fait, qu'il peut y avoir un déficit, qu'il peut y avoir un problème. Habituellement, nos pertes de mémoire habituelles, par exemple, si quelqu'un perd ses clés et qu'on les retrouve 5 minutes plus tard, ça n'affectera pas notre quotidien, on va être capable de continuer notre journée, puis ça va bien aller. Quelqu'un avec la maladie d'Alzheimer pourrait déplacer ses clés et les placer dans le réfrigérateur, par exemple. À ce moment-là, ça va être plus difficile de les retrouver parce qu'on n'aura pas le réflexe de penser qu'on les a laissés là parce que c'est un endroit inhabituel. Donc, il y a ici une différence entre une perte de mémoire qui va être quotidienne, plus normale, si on peut dire, et une perte de mémoire qui va affecter notre vie de tous les jours. Donc, en fait, quand on parle de troubles cognitifs, le terme qui était utilisé auparavant, c'est beaucoup le terme démence. C'est un terme qu'on a changé à la Société Alzheimer. Maintenant, on parle vraiment de troubles cognitifs. Pourquoi ça a été changé? Parce que le terme démence est beaucoup associé à la folie. Et on ne parle pas de folie quand on parle de maladie d'Alzheimer ou des autres troubles cognitifs apparentés. Donc, ça a été important de changer le terme pour ça. Toutefois, en anglais, on utilise toujours le terme dementia. Mais en français, c'est troubles cognitifs. Donc, quand on parle de troubles cognitifs, c'est la maladie d'Alzheimer, mais aussi les maladies apparentées. Donc, on parle vraiment d'un terme qui les englobe tous. Je ne vais pas aller en détail dans la description, mais comment ça se caractérise, en fait, c'est que c'est dégénératif. Il va y avoir une progression de la maladie et le côté malheureux de la maladie, c'est en fait qu'on ne pourra pas réacquérir les notions qui vont être perdues. On ne pourra pas revenir en arrière par rapport à la maladie. Donc, les différents troubles cognitifs qu'on voit, par exemple, qu'on va travailler avec les gens qui ont un diagnostic à la société, je vous dirais que principalement, ça va être la maladie d'Alzheimer, qui rejoint environ 64% des cas de troubles cognitifs. Mais il y a aussi on va travailler de plus en plus avec la dégénérance frontotemporale. Donc, dégénérance frontotemporale, le terme vient du fait que dans le cerveau, c'est les lobes frontaux et temporaux qui vont être affectés principalement, qui sont les lobes, en fait, où on voit la personnalité et le comportement. Donc, quand on pense beaucoup à dégénérance frontotemporale, c'est souvent les gens qui vont avoir un diagnostic, en fait, où on va voir des comportements complètement inhabituels. Quand on parle du curriculum caché qu'on apprend dans la vie au quotidien sans nécessairement se le faire enseigner, par exemple, si on est assis dans le métro et que le wagon est vide, il y a seulement une personne assise sur un banc, on n'ira pas s'asseoir à côté de la personne. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans le curriculum de la vie de tous les jours. La personne avec la dégénérance frontotemporale n'aura plus ces notions-là de filtre. Donc, on va perdre les notions de ce qui est approprié et ce qui est inapproprié. Ça va être beaucoup de ça avec la dégénérance frontotemporale. La maladie cérébrovasculaire, à ce moment-là, on va parler plus des gens qui vont être affectés par un AVC, par exemple. La maladie mixte, on parle de maladie d'Alzheimer et maladie cérébrovasculaire combinée. La maladie d'Alzheimer qui est la plus générale. Et on a aussi la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui va être beaucoup plus rapide comme dégénération. Le déclin va se faire beaucoup plus rapidement. Normalement, on parle d'environ 1 an lorsqu'il y a un diagnostic. Et la maladie à la corde de Lewy, qui est un autre type. Encore là, je n'irai pas dans les détails dans les maladies, mais il y a plus d'informations disponibles sur ça à la Société. Maintenant, ici, si on regarde les cellules cérébrales, en fait, je voulais juste vous montrer vraiment la différence entre quelqu'un qui a un diagnostic de maladie d'Alzheimer et quelqu'un qui n'en a pas. Donc, on voit les écheveaux neurofibrillaires et les plaques amyloïdes. Ce qui est important de comprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec la maladie d'Alzheimer, c'est que la communication est bloquée, en fait. Les messages ne peuvent plus être transmis aussi facilement entre les neurones et ça fait qu'on a plus de la difficulté à fonctionner à tous les jours. Donc, l'image ici le démontre bien. Par exemple, les plaques amyloïdes et les écheveaux autour des neurones, c'est ça qui va bloquer la communication. Quelqu'un qui n'a aucun diagnostic et pour qui la santé va très bien n'aura aucun blocage, si on peut dire, dans les cellules.
Maintenant, ici, je sais que c'est une image qui a peut-être été montrée lundi, donc je ne m'attarderai pas non plus, mais ce qu'on note bien avec la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un rétrécissement du cerveau. On va voir vraiment que la forme va changer. On voit aussi que les ventricules vers le bas vont s'élargir. Maintenant, j'aimerais juste vous mentionner les 10 signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Ces 10 signes qu'il faut se rappeler. Et c'est très important de noter qu'une personne avec la maladie peut avoir 4 de ces signes, peut en avoir seulement un, peut avoir les 10 signes. La maladie d'Alzheimer, ce qui est très particulier avec la maladie, c'est que c'est différent pour chaque personne. La progression va être différente, la façon dont la personne va être affectée va être complètement différente aussi. Donc, on parle de perte de mémoire affectant les activités quotidiennes, comme je vous disais, la difficulté à exécuter des tâches familières. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on parle? C'est par exemple quelqu'un qui a fait la même recette à chaque année pendant 15 ans. À une année, elle va arriver, elle ne sera pas capable de faire la recette. Ça va être un signe aussi. Quelqu'un qui est plus capable de faire quelque chose qui est très familier. Les problèmes de langage, la désorientation dans le temps et l'espace, le jugement affaibli, donc de ne pas savoir qu'il faut éteindre quelque chose sur le feu, par exemple. Aussi les jugements avec l'argent. Ça va être plus facile pour quelqu'un qui a un trouble cognitif de ne pas avoir la bonne monnaie à un magasin. Les troubles de la pensée abstraite, donc de comprendre l'humour, ça va devenir difficile pour quelqu'un qui a la maladie. Égarer des objets, changement d'humeur, comportement, personnalité et beaucoup un manque d'initiative. Très, très, très souvent, qu'est-ce que je vais entendre dire les personnes qui viennent à nos services, c'est que les gens qu'ils accompagnent ne font plus d'activité. Et c'est normal, si je peux dire en quelque sorte, et je dis normal comme ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de définition directe à ce qui est normal, mais le manque d'initiative, c'est un gros problème et il faut comprendre que c'est vraiment un effet de la maladie d'Alzheimer. Mais toutefois, la personne, souvent, ce dont elle va avoir besoin, c'est simplement qu'on l'aide à commencer une activité, qu'on l'aide à avoir les indices visuels pour elle pour qu'elle commence. Puis par la suite, la personne va se débrouiller seule. Donc, c'est vraiment le côté initiative. On connaît 2 formes à la maladie d'Alzheimer, donc la forme familiale qui est beaucoup plus rare, on parle d'environ 5% des cas. Cette forme-là, habituellement, est diagnostiquée entre 40 et 60 ans. C'est beaucoup plus rare et cette forme-là va être transmise de génération en génération. Ensuite, il y a la forme sporadique qui est la forme la plus répandue. On parlait des gens en haut de 65 ans, mais je vous dirais que de plus en plus, je vois des gens dans la cinquantaine à mes services ou des gens plus jeunes. Est-ce qu'on connaît la cause exacte de pourquoi c'est plus jeune? En fait, on parle des fois que c'est qu'avant, on en parlait moins de la maladie. C'était un sujet très tabou et donc les gens recevaient leur diagnostic beaucoup plus tard parce qu'on associait justement les pertes de mémoire à un effet normal du vieillissement. Donc, on avait moins tendance à aller consulter, on avait moins tendance à aller faire des tests pour obtenir un diagnostic. Le diagnostic, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas un test précis qui va nous dire « oui, vous avez la maladie, non, vous ne l'avez pas ». Comment on fonctionne habituellement, en fait, c'est qu'on va éliminer toutes les autres possibilités. Donc, vous allez passer plusieurs tests pour s'assurer que ce n'est pas quelque chose d'autre. Par contre, quand on parle des tests comme le MoCA, les tests où on va tester plus la mémoire, tout ça, ces tests-là sont très effectifs et on dit dans environ 90% des cas, le diagnostic est bon. Donc, c'est très rare que le diagnostic va être changé. C'est très souvent la maladie. Il y a des traitements qui existent pour la maladie d'Alzheimer. Ce qui est à noter par rapport au traitement, c'est que non, il n'y a pas de remède pour guérir de la maladie qui existe en ce moment. Toutefois, il y a plusieurs choses qui peuvent aider à ralentir la maladie. Donc, on parle, par exemple, dans la phase précoce et modérée, stade léger modéré, d'Aricept, Triminil, Excelon, qui vont travailler en fait à bloquer le cholinestérase, qui est la chose dans le cerveau, en fait, dans les neurones, qui va bloquer la communication. Ensuite, on va parler d'Ebixa pour la phase modérée et avancée. Encore là, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a pour qui les médicaments, il y en a qui vont me dire qu'ils ne font pas effet, qu'ils ne les prennent pas. Il y en a d'autres qui vont prendre Ebixa en même temps qu'un autre médicament dès le début. C'est libre vraiment au docteur et selon le patient, le client, en fait.
On connaît 3 phases à la maladie, phase précoce, modérée ou avancée. Je sais qu'il y a des années dans notre présentation, mais souvent je me fais demander est-ce que c'est vraiment respecté ces années-là, tout ça. Non, encore là, ça dépend de chaque personne. Oui, ces années-là ont été vérifiées, mais c'est pas exact. Ça dépend de chaque personne. La personne peut vivre 8 ans avec la maladie, la personne peut vivre 3 ans. C'est très rare qu'une personne va décéder de la maladie d'Alzheimer. Souvent, il va y avoir d'autres causes qui vont rentrer en jeu. Je sais que vous avez déjà vu probablement les statistiques. Donc, on parle d'environ 750 000 personnes au Canada qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. En 2015, on dit qu'un nouveau cas va se produire à toutes les 3 secondes. Donc, c'est vraiment le sujet de l'heure. Maintenant, juste 2 petites choses sur les aidants. En fait, on dit qu'il y a 4 types de personnes dans le monde. Des gens qui ont été proches aidants, des gens qui le seront, des gens qui le sont en ce moment et des gens qui auront besoin d'un proche aidant. Donc ça aussi, c'est une problématique qui accompagne la maladie d'Alzheimer qui est de plus en plus grande. On dit qu'environ 97 % des gens atteints de la maladie auront un aidant. 40 à 75 % des aidants vont développer des maladies mentales suite à l'accompagnement de quelqu'un. 50 % des aidants naturels vont être âgés de plus de 60 ans. Donc, c'est une situation qui va toucher de plus en plus encore là les personnes en perte d'autonomie. Et on dit qu'environ 70 % des aidants naturels sont des femmes, ce qui est intéressant aussi parce qu'on parle de la maladie d'Alzheimer, on dit qu'environ 72 % des cas sont des femmes. Maintenant, les facteurs de risque, vous en avez vu un peu aussi, donc l'âge, les gènes, sexe féminin, antécédents familiaux, déficience cognitive légère, éducation, blessure à la tête, donc on parle de commotion cérébrale souvent, maladie cardiovasculaire, diabète, obésité et tabagisme. Comme Dr Belleville l'a mentionné lundi, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Vous pouvez voir ici, par exemple, les choses qu'on contrôle, telles le tabagisme, l'éducation peut-être. On ne contrôle pas notre sexe, toutefois, on ne contrôle pas notre âge non plus. Donc, ici, je vais passer un peu, c'est toutes les choses qu'on peut faire pour s'aider à être en meilleure santé et de cette façon à prévenir la maladie. Et voilà. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici ce soir et de vous présenter un peu le volet plutôt de la prise en charge, du suivi, de l'évaluation. On a parlé des symptômes, on a parlé de plusieurs choses, mais après ça, comment se fait l'organisation des soins et services, comment ça pourrait se faire et comment ça pourra se faire éventuellement. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, juste le mot fait souvent frissonner. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. On se demande qu'est-ce que c'est, on a besoin de savoir, on a besoin d'informations. On en a beaucoup aussi, mais il y a beaucoup de choses à digérer dans tout ça. Qui? On a besoin de partager, mais avec qui? On n'est pas toujours à l'aise d'en parler avec nécessairement nos proches ou des gens qui sont nos amis. On a besoin d'être rassurés, on a besoin d'être aidés, puis on a besoin aussi surtout de comprendre. On reçoit beaucoup d'informations. J'ai juste fait un peu le tour de l'information qu'il y avait dans les journaux, puis j'ai vu qu'il y avait presque à chaque jour quelque chose de nouveau qui sort. Donc, là où cette semaine, lundi, c'était la journée de la maladie d'Alzheimer, on a eu l'annonce d'un site web, une chaîne de téléweb canadienne, Alzheimer, donc qui a été inaugurée. C'est une chaîne qui va diffuser de l'information sur la maladie, sur la recherche. Ça va être, en tout cas, sans doute très intéressant pour tout le monde, autant pour le public que pour les chercheurs. Donc, personnellement, comme on l'a dit en introduction, je travaille donc au RUIS de l'Université de Montréal. Je vais vous revenir un peu plus pour vous expliquer ce que c'est exactement. Mais pour vous faire un peu un historique, en 2007, donc, le ministère de la Santé a confié à une équipe d'experts supervisée par Dr Howard Bergman
le mandat et la responsabilité d'élaborer un plan d'action. Ça, c'était basé sur le fait qu'on avait déjà beaucoup d'informations sur le fait que c'était alarmant, qu'est-ce qui se passait, qu'on avait de plus en plus de cas d'Alzheimer dans le monde, que les prises en charge étaient souvent aléatoires, les gens avaient, même les professionnels de la santé n'étaient pas trop habilités à diagnostiquer. Donc, on a voulu, au Québec, à l'instar d'autres pays, se doter d'un plan d'action. Donc, on a commencé par demander à ce groupe d'experts d'élaborer un rapport qui a été déposé en 2009, qui s'appelle « Relever le défi de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées ». Il y avait 7 actions prioritaires et 24 recommandations qui découlaient de ce rapport-là. En 2012, il y a eu le dépôt d'un cadre pour la réalisation de projets. C'est-à-dire qu'on voulait, il fallait commencer par quelque part. Donc, ce qui semblait être une priorité, c'était de voir de quelle façon on pouvait améliorer l'accessibilité et la prise en charge des personnes atteintes en première ligne. Parce que ce qu'on avait souvent, c'était dans nos cliniques, quand vous rencontrez votre médecin, c'est un problème de mémoire, on va vous envoyer en clinique de mémoire voir un neurologue, puis il va faire l'investigation. Résultat, des cliniques de mémoire, il n'y en a pas des tonnes, et il y avait beaucoup de durée d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'accessibilité en première ligne, c'est-à-dire auprès de votre médecin de famille? Donc, le ministère a fait une demande de projet aux différentes équipes au Québec, et il y a eu 19 projets qui ont été retenus pour tout le Québec. En 2013, donc, les projets ont été déployés et les chargés de projet des différents RUIS en même temps. Et là, en 2015, octobre, bientôt, ce sera la fin de ces projets-là, où est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'on a mis en place, ce que ça a donné comme résultat. Donc, quand on parle d'accès, la raison qui a fait en sorte qu'on a voulu travailler sur l'accessibilité, c'est qu'on a, avec la maladie d'Alzheimer, une grande complexité. C'est pas quelque chose qui est une maladie qu'on diagnostique, on donne une pilule. Il y a plusieurs paramètres qui tournent autour de ça. La prise en charge, le suivi de la médication, les aidants. Il y a plusieurs paramètres à voir. La comorbidité qui est fréquente, près de 80 des patients qui ont une maladie d'Alzheimer ont un autre diagnostic apparenté. Ce n'est pas reconnu comme une maladie chronique, donc les soins ne sont pas organisés comme, par exemple, le diabète ou le cancer, qui ont des services qui sont organisés dans le réseau. Il y a beaucoup de préjugés aussi, donc certaines personnes n'osent pas parler qu'elles ont des problèmes de mémoire. Il y a aussi, évidemment, l'agisme, qui fait en sorte qu'on peut être plus mal à l'aise de parler de ces problèmes de mémoire. Les formations des professionnels aussi qui étaient insuffisantes. On n'avait pas trop de notions sur les tests à faire passer, la médication. En première ligne, ce n'était pas nécessairement suffisant pour pouvoir donner des services adéquats. L'organisation des services qui était peu flexible, des gammes de services qui n'étaient pas complets, qui n'étaient pas intégrés, le soutien à domicile qui était peu adapté au comportement. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire pour assurer au début de la maladie une prise en charge qui permette de favoriser le maintien des acquis, le maintien d'un bon fonctionnement puis d'une qualité de vie. Là, je veux juste rapidement vous dire que les RUIS, ce sont des territoires qui sont définis par le ministère qui sont affiliés à chacun des départements de médecine, des facultés de médecine au Québec. Donc, dans le Québec, quand on a déployé les projets, on a déployé pour le RUIS de l'Université de Montréal, qui est le secteur en bleu, 7 projets. Le RUIS de l'Université McGill, qui est à gauche, 3 projets. Le RUIS de l'Université Laval, 6 projets. Et Sherbrooke, 3. Donc, on a couvert un très large spectre qui donne une bonne idée de l'ensemble des particularités de toutes les régions au Québec. Pour notre RUIS, ce sont ces CSS-là qui ont développé donc, des projets.
C'est juste pour vous donner une idée que c'était diversifié en termes... on a des milieux urbains, des milieux ruraux, des milieux plus favorisés, d'autres moins. Donc, on pouvait travailler à regarder les besoins de l'ensemble de la population en favorisant une diversité. Donc, les projets. Les projets avaient 2 ans pour réaliser une meilleure accessibilité et une meilleure prise en charge des besoins des personnes et des proches en première ligne. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin de famille, que ce soit dans un groupe de médecine de famille, dans un CLSC ou quoi que ce soit, vous obtiendrez, ou en tout cas, on essaie de mettre en place le fait que l'information que vous recevrez, le diagnostic que vous recevrez, la mise en place des services, tout ça soit intégré et coordonné, chose qui n'était pas présente avant. On veut assurer aussi aux médecins et aux infirmières un soutien des services spécialisés. C'est-à-dire que plutôt que de dire on vous envoie voir un neurologue pour passer des tests, ce sont plutôt les spécialistes qui sont dans ces cliniques-là qui vont vous aider à faire l'évaluation puis le diagnostic. Si vraiment le cas est beaucoup trop complexe, à ce moment-là, il va y avoir une référence qui va être faite en neurologie, chez un neurologue ou en deuxième ligne, avec des critères qui vont être beaucoup plus pertinents. Puis aussi, en même temps, intégrer dès le début les ressources communautaires. Donc ça, c'était très important d'avoir l'ensemble des services en même temps. Donc, qu'est-ce qui était différent quand on a fait des projets? C'est qu'on a misé sur des pratiques de collaboration. On a voulu mettre de l'avant l'importance du rôle de l'infirmière pivot. C'est-à-dire que dans chacun des projets, il y avait une infirmière qui travaillait en tandem avec un médecin afin d'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service, qu'il y ait toujours une continuité dans l'offre de services afin de répondre adéquatement aux besoins. Donc, il y a comme un cheminement qui est fait et chaque patient, avec son proche et sa famille, la prise en charge se fait sur un continuum. Il n'y a pas de bris de services. On fait donc le repérage précoce en première ligne, ce qui évite d'avoir des diagnostics déjà avancés en deuxième ligne. On fait un suivi rigoureux et intégré, comme je disais. Il y a des partenariats aussi qui s'établissent en même temps avec les services spécialisés pour les cas plus complexes qui requièrent plus d'investigation, ce qui garantit que vous puissiez avoir accès à des tests diagnostiques beaucoup plus rapidement. Donc, il n'y a pas d'attente indue pour avoir accès aux tests diagnostiques puisqu'il y a des partenariats qui se sont établis entre les médecins de famille et les deuxièmes lignes. Et évidemment, le travail très étroit avec les ressources communautaires et aussi les pharmaciens communautaires. Après 2 ans, donc, on arrive au terme de ces projets-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une amélioration de la prise en charge en première ligne. Les évaluations sont beaucoup plus complètes, les suivis sont plus adaptés et les ressources disponibles. Les compétences et les expertises sont également rehaussées. Ça, on le remarque, ce qui fait que le résultat, au bout de la ligne, c'est qu'on n'a pas besoin de référer autant de patients aux spécialités en deuxième ligne, puisque déjà en première ligne, on est capable, beaucoup plus habilité pour faire les diagnostics, administrer la médication. Aussi, on a le soutien de la deuxième ligne, c'est-à-dire que si on a des questions, on peut les appeler. Ils peuvent nous supporter, nous informer, nous coacher. Donc, c'est ça, collaboration avec les autres professionnels, diminution du temps d'attente, meilleur soutien aux proches aussi. On a eu des proches qui nous ont exprimé leur satisfaction par rapport à ces suivis-là. Et on favorise le maintien d'autonomie, on optimise le potentiel, le maintien des acquis, puis améliorer aussi la qualité de vie à domicile des personnes. Merci. Oui, merci.
J'ai intitulé ma conférence « Regard sociologique sur la maladie d'Alzheimer ». D'abord, je dois vous dire que le regard sociologique sur la maladie d'Alzheimer, ça ne court pas les rues. Hein? Ça, c'est clair. Il y a des épidémiologues qui font comme je vais dans les statistiques, mais les sociologues qui s'intéressent à cette question-là, enfin, moi, j'en connais pas d'autres au Canada que moi, puis j'en connais pas beaucoup de sociologues qui s'intéressent à cette question-là. OK? Alors, en premier lieu de la conférence, j'aimerais vous présenter des statistiques sur la maladie d'Alzheimer pour les personnes des deux sexes et de 65 ans et plus. Et vous allez constater qu'il s'agit de statistiques qui sont un peu ébranlantes. Alors, les statistiques, on va les voir en quelque part ici, là. Alors, si on regarde ces statistiques, on voit, par exemple, que... attendez, on voit qu'au Canada, la raison pour laquelle j'ai choisi les statistiques canadiennes et états-uniennes, c'est que ce sont les seuls que j'ai pu identifier dans la littérature qui contiennent des projections. C'est-à-dire des projections, des tentatives pour voir comment ça va évoluer dans le temps. Alors ici, vous les avez, les projections. Ça, c'est pour le Québec, mais il y en a une autre. Bon, ça, c'est pour les États-Unis. En 2013, il y aurait 700 millions 7 personnes atteintes de la maladie. En 2020, il y en aura 5,8 millions. En 2030, il y en aura 8,4 millions. En 2040, il y en aura 12 millions. Et en 2050, il y en aura 13,8 millions. Donc, c'est une augmentation pour les États-Unis de plus de 1,7 % dans l'incidence annuelle de la maladie. Une croissance de 1,6 % par décennie. Voilà. Donc, il y a des spécialistes, évidemment, qui considèrent qu'il s'agit d'une épidémie. Et je pense qu'on pourrait, jusqu'à un certain point, être d'accord avec ce diagnostic. Et c'est évidemment pour ma collègue qui vient de se prononcer sur cette question de l'adhésion aux soins et de l'évaluation de l'adhésion aux soins, c'est évidemment central, parce que là, on s'en va dans... Si on regarde pour le Québec, par exemple, après avoir examiné les États-Unis, on trouve qu'au Canada, en 2023, il y en aurait 1 100 000. C'est beaucoup de monde, ça. Puis au Québec, il y en aurait 260 000. OK. Donc, ça donne une charge de soins et une charge aussi financière, dans un sens, qui est très imposante. OK. Donc, ça, c'est pour le portrait épidémiologique, statistique de la maladie Alzheimer et à tout niveau, là, et de son progrès à travers les décennies qui viennent jusqu'à... dans le cas des États-Unis, c'est plus loin. Puis dans le cas... Ça, j'ai pris des statistiques qui ont été... qui proviennent d'une étude que j'ai fait venir et qui s'appelle de la Société Pharmaceutical and Manufacturer Association, et qui est une association américaine que j'ai pu dénicher sur Internet. Mais maintenant, examinons l'autre aspect de la maladie d'Alzheimer, qui pour moi est un aspect absolument, disons, intéressant. Là. Moi, les expériences vécues. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question des expériences vécues, je ne suis pas le seul. En sociologie, on a une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie compréhensive et qui vise à comprendre ce que les gens vivent dans leur vie de tous les jours. OK? Et
Donc, je n'étais pas du tout étranger à cette spécialité. Il s'agit en effet de comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs sociaux au jour le jour. Deux sociologues français, Evelyne Chahalian et François Cadarec, ont présenté la typologie suivante des expériences vécues par les personnes atteintes. La première de cette expérience vécue s'appelle le vivre sans la maladie. La deuxième s'appelle le vivre avec la maladie. La troisième s'appelle le vivre grâce à la maladie, vivre heureux grâce à la maladie. C'est bizarre tout de même, là. Et par la suite à mes fréquentations d'organismes communautaires, j'en ai découvert deux autres types d'expériences vécues. Il y a l'expérience vécue de la déshumanisation. Hein. J'ai fréquenté un organisme que je ne nommerai pas, mais où il y avait du monde qui était incapable de se déplacer seul, des femmes ou des hommes qui avaient perdu l'usage de la parole, qui pouvaient être sujettes à des activités, à des épisodes de démence. Donc, il y a beaucoup de ces... moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est de voir non seulement l'étendue des expériences vécues, mais dans certains cas, disons, le poids de ces expériences vécues pour les personnes qui les vivent. Ensuite de ça, ben là, tout dernièrement, là, j'ai pris connaissance d'un article que je mentionnais tantôt avec ma collègue, là, publié dans Paris Match, sur une initiative qui était prise aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, tout près d'Amsterdam, à 20 km d'Amsterdam. C'est une personne qui était responsable de la gestion d'une maison de retraite pour malades Alzheimer et qui, petit à petit, a pris conscience que si c'est vrai que les expériences vécues influencent l'évolution de la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas compter sur les maisons de retraite pour faire en sorte que ça arrive. Alors, elle a fondé, tout près d'Amsterdam, ce qu'elle appelle un village Alzheimer. Et ça, je vous en parlerai tantôt brièvement, parce que ça, c'est vraiment, là, si on tient compte de ce qu'on a vu tantôt comme statistique, là, et qu'on est soucieux de voir se réouvrir les asiles, l'expérience d'un village Alzheimer, c'est vraiment une expérience d'avant-garde et qu'on devrait essayer de créer chez nous ou ailleurs, dans toute la mesure du possible. Donc, la première expérience, c'est l'expérience de vivre sans la maladie. Je vous cite une personne de 84 ans qui s'exprime ainsi au sujet de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est à 84. Finalement, dit-elle, je suis atteinte. Si je suis atteinte, je ne m'en sens pas vraiment. Je sais que la maladie est là, dans un coin, là-bas, mais elle ne me fait pas souffrir. J'ajoute sans l'aise de mon compagnon, mon mari, j'ignore ce que je serais devenu. Il m'a sauvé la vie en m'empêchant de faire une dépression. Sans lui, j'étais foutu. On ne devrait pas en conclure que cette femme pratique le déni face à la maladie. Bien au contraire. Elle consulte, elle a des médicaments qu'elle utilise quotidiennement. Elle consulte annuellement son médecin. Elle sait qu'elle est malade et elle prend des moyens pour améliorer son état. Donc, la souffrance est éliminée par la personne du proche qui nous parle, là, non pas parce que c'est pour elle un délit,
un déni de réalité, mais aussi parce que c'est une espèce d'accommodement rationnel à une situation qui est, disons, pénible jusqu'à un certain point, mais qui, grâce à son proche aidant, à son aidant naturel, n'est pas d'une situation de grande souffrance existentielle. Donc ça, c'est le rôle des proches aidants dans la maladie d'Alzheimer. C'est très important. C'est beaucoup important du point de vue de l'empathie et du point de vue de la compréhension qu'on reçoit. Et il y a deux choses ici qui sont importantes, c'est que ceux qui en sont privés tombent assez fréquemment dans la dépression, et ceux qui doivent se porter proche aidant, je sais, il y a des études statistiques nombreuses, éprouvent un grand stress. Okay? Donc, cette première expérience vécue là, de vivre heureux sans la maladie, c'est une façon de s'y prendre pour échapper à ces rigueurs. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive lorsque la maladie progresse? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe dans une situation personnelle qui soit de grande tristesse ou de dépression? Alors, donc, l'autre expérience vécue qui était fort intéressante pour moi, c'est celle que j'ai vue lors de ma participation à la Société Alzheimer. C'est l'expérience vécue du vivre avec la maladie qui est illustrée par une participante aux réunions d'information et de discussion auxquelles j'ai décidé de participer à la Société Alzheimer de Montréal afin d'en savoir plus possible sur les causes de la maladie, mais aussi sur les expériences vécues des gens atteints. J'ajoute que cette participation qui m'a été très utile dans la présentation de cette conférence m'aura permis d'aborder le front la question des expériences vécues. La participation mentionnée plus haut, la participante, dans ce que j'ai mentionné, il y a une participante qui a pris la parole à plusieurs reprises et qui nous avait mentionné qu'elle avait un jour qu'elle allait faire ses courses en automobile dans une banlieue de Montréal. Elle s'était trouvée complètement perdue à la sortie du grand magasin où elle était allée. Alors, pris de panique, elle appelait son mari, qui, sachant bien où elle se trouvait, parce qu'il avait fait ses courses plusieurs fois avec elle, lui dit de ne pas s'en faire, qu'il irait la rejoindre en partie. Et ça, c'est une histoire vécue, là. Elle faisait partie des ateliers, cette dame-là. Et il fallait... et elle se trouvait vraiment, disons, réconfortée par le fait que son mari décide de venir la chercher. Il vint le rejoindre en taxi. Il fallait voir dans ses yeux, et je le dis parce que je l'ai vu, là, le bonheur de la participante qui pleurait presque de joie. Sauf que de retour à la maison, elle se retrouvait face à une décision difficile. Retourner faire ses courses seule en automobile, ou encore, ici, son époux, lui, ou ne pas d'y aller, tout simplement, ne plus aller faire ses cours en automobile. Encore ici, son époux lui venait en aide. Après lui avoir proposé de tracer avec elle un parcours détaillé de l'aller et le retour au centre d'achat, elle était sortie de la panique et elle se sentait maintenant capable de vivre avec la maladie d'Alzheimer, mais d'en faire un combat dont elle sortirait vainqueur et qui lui donnerait son estime de soi et sa confiance en elle-même. Alors encore ici, c'est un exemple d'une personne qui a reprise, d'une expérience vécue qui a été pour la personne en question une reprise de contrôle sur son environnement personnel
et sur les tâches qu'elle avait à faire quotidiennement ou à la fin de la semaine lorsqu'il s'agissait de faire le marché. Vivre avec la maladie est une expérience vécue qui, comme je l'ai mentionné plus haut, redonne à la personne sa confiance en soi, l'estime de soi et le bonheur de gérer sa maladie avec succès et de s'en sortir vainqueur. Il y en a une autre expérience vécue, celle-là, n'est pas aussi difficile n'est pas facile à observer, mais je l'ai observée encore avec la première conférencière à la Société d'Alzheimer, c'est celle de vivre grâce à la maladie. Et là, je vous lis mon texte. Vivre grâce à la maladie peut être illustré en se référant au témoignage personnel d'un participant aux ateliers d'information et de discussion. Un professeur de chant grégorien à la retraite qui avait décidé de conduire qui avait décidé de conduire son automobile à travers Montréal pour donner des cours de chant grégorien était devenu trop risqué pour lui après avoir évité de justesse un accident. Et puis, plus profondément, il avait décidé de prendre sa retraite parce qu'il voulait vivre pleinement l'instant présent, n'est-ce pas? Ce qu'il n'avait pas fait durant sa vie professionnelle. Mais quelle ne fut pas notre surprise, à nous, et là, Madame va s'en rappeler, les participants de l'atelier, de tous les autres participants, un jour, de l'entendre nous proposer de nous donner des cours de chant à tout le monde. Tout le monde s'est mis d'accord en voyant avec quelle joie il nous avait soumis son offre. En réalité, nous étions volontiers devenus son aidant naturel. Son aidant naturel. En circulant avec le professeur, en chantant et en faisant le tour de la table de discussion, nous devenions, dans les périodes de repos, nous devenions tous, régulièrement, tout le monde semblait avoir compris que vivre pleinement l'instant présent n'arrivait pas à tous les jours et nous devenions d'heureux guerlurons sans l'avoir prévu. Ce qui démontre que vivre heureux avec la maladie d'Alzheimer est possible à plusieurs et que nous pouvons le faire grâce à un collègue qui en est atteint. Je voudrais, en terminant, sur le sujet des expériences vécues, vous en présenter un autre type d'expérience vécue qui n'est pas mentionné par les deux sociologues que j'ai cités plus haut, là. Bien brièvement, alors que je cherchais une organisation communautaire qui offrait des services d'aide à domicile avec des activités récréatives et des jeux. On faisait des mots croisés, des puzzles, et ainsi de suite. Ensuite de ça, des jeux de compétition avec des roulettes qu'on envoyait par terre pour se diviser en deux équipes et obtenir plus de points selon qu'on était dans une équipe ou l'autre. Et il m'est arrivé d'identifier une organisation dont je ne mentionnais pas le nom, mais qui m'a accueilli avec bonne grâce, n'est-ce pas? Et c'est grâce à cette opportunité que je crois avoir pu identifier le quatrième type d'expérience vécue que j'appelle l'expérience vécue de la déshumanisation de soi. Moi, je n'avais pas d'expérience vécue dans ma famille ou ailleurs de ce que c'était que la maladie d'Alzheimer. Mais là, j'étais associé à une association qui, elle, en recrutait pour leur donner des services
et pour les recréer, leur donner des services, leur donner du plaisir, leur donner la capacité de faire des jeux. Et là, je voyais des gens, comme je vous l'ai dit tantôt, là, qui se levaient tantôt là, pour faire traverser de l'autre côté de la salle. Et il fallait absolument que quelqu'un se lève pour les accueillir parce qu'ils n'étaient pas capables de se déplacer tout seuls. Et il y avait même une femme là, qui était d'âge avancé et qui commençait le matin à s'asseoir avec nous à peu près autour de 10 heures et qui s'assoyait sur sa chaise et qui se mettait à dormir et qui dormait jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Là. Mais en s'arrêtant aussi un peu pour manger à l'heure du repas. Donc, et là j'ai eu une révélation là, qui était que la maladie d'Alzheimer, ça peut devenir une expérience de dépersonnalisation personnelle aiguë, là, où vraiment vous avez perdu... vous rappelez même plus de votre nom dans certains cas. Vous êtes incapable de parler et le chauffeur qui m'accompagnait à mon retour chez eux me donnait des exemples de quoi il y en avait vraiment qui avaient perdu non seulement l'usage de la parole, mais l'usage de l'expression au sens large. Là. Donc ça m'apparaissait comme une expérience vécue à laquelle moi, je n'étais pas familier et qui devait être ajoutée à celle que j'avais déjà vue, dont j'avais déjà eu des témoignages par ailleurs. Ici, j'ouvre une autre parenthèse pour dire qu'à mon avis, il y en a une autre expérience vécue. Et cette expérience vécue, j'en ai parlé tout à l'heure avec ma collègue, c'est une expérience qui vaudrait la peine d'être beaucoup mieux connue. C'est celle de la directrice du foyer d'accueil qui a créé ce qu'elle appelle le village d'Alzheimer. Et là, dans le village d'Alzheimer, pour elle, son but, c'est de créer une expérience vécue de la vie normale. Et ça me paraissait comme étant une assez bonne chose à faire. Il me reste 5 minutes. 1 minute? Bon, ben là... Je voudrais terminer sur le sujet des expériences vécues en vous présentant, celle-là, je viens de la mentionner, disons, en vous parlant d'une découverte récente qui a été présentée à la Société internationale d'Alzheimer à Washington à la fin de juillet par la société Eli Lilly, qui remettrait en question, non pas les causalités de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer demeure, comme on l'a mentionné tantôt, une maladie incurable, mais qui remettrait en question l'irréversibilité de la maladie d'Alzheimer. En d'autres mots, on possède un médicament qui s'appelle Alicept, qui permet de ralentir la progression. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'un médicament qui est basé sur qui est basé sur un drôle de substance qui s'appelle le solanezumab et qui a pour effet lorsqu'il est utilisé sur des malades avec un groupe contrôle qui ne le prend pas, d'augmenter de 34% la capacité de souvenir des personnes qui sont atteintes à un niveau léger et de 18% leur capacité de faire des activités dans la vie quotidienne. Donc, comme disait un chercheur cité par la revue, le journal London Financial, lors de cette conférence-là, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... c'est sûr qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on peut tout de même terminer sur un ton d'optimisme en disant que pour ce qui est de ce que je viens de parler, c'est-à-dire de l'irréversibilité, la maladie d'Alzheimer serait donc réversible. Alors, je termine là, et puis je vous souhaite une bonne période de questions.